Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Mara Libya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Avant d'arriver en pouvoir, il en a fait une de ses priorités, au moins dans la communication, sa communication notamment pour tenter de retrouver quelques électeurs, tenter de séduire des Algériens et des Algériennes qui se sont rendus dans les urnes le 12 2019. Il s'agit bien donc du président algérien qui est au pouvoir maintenant depuis bientôt 4 ans, puisqu'on arrive bientôt au 12 décembre 2023. Une priorité pour lui, lutter contre la corruption. On va l'entendre tout à l'heure, hein, récupérer les sommes dilapidées, détournées, sans oublier bien évidemment les biens mal acquis, des détournements par certains hauts responsables politiques au pouvoir de l'époque, aux côtés notamment et du temps d'Abdelaziz Bouteflika, sans compter notamment des hommes d'affaires. Alors plusieurs procès ont lieu, notamment après le Hirak. Certains sont derrière les barreaux. Et d'autres non, d'autres qui sont aujourd'hui introuvables. C'est l'actualité ce soir. Certains parlent de la France, des États-Unis. Nous allons revenir notamment donc sur deux personnalités politiques de l'époque, anciens ministres Abslem Bouchouareb et Chakib Khalil, qui ont donc échappé à la prison en Algérie aujourd'hui. Donc on va revenir un petit peu sur leur situation, notamment avec l'actualité de ces 48 dernières heures. C'est la réponse de la justice suisse à l'Algérie. Des décisions différentes ont été prises s'agissant de l'un et de l'autre cas. En croire donc certains médias suisses, Abslem Bouchouareb, ex-ministre, je vous le disais, de l'industrie, est le plus lourdement condamné dans le cadre des procès anticorruption. Ces peines cumulées, et oui, ça dépasse l'entendement, dépasse donc plus d'un siècle, plus de 100 ans de prison. Une affaire de corruption notamment liée à ce projet de construction d'un barrage de plus de 90 kilomètres de canons en acier via une société turque. Il était question ici d'importation, une vente qui aurait été surfacturée, vous l'avez compris, pour payer des commissions, des pots de vin, notamment à ces deux ministres, et aussi qui aurait été en faveur de Ali Haddad, le numéro 1 de la construction à l'époque. On va revenir sur ces affaires. Alors concernant la Confédération suisse a décidé de répondre à l'Algérie concernant cette requête adressée à la justice suisse en mai 2021 contre Bouchouareb, mais juge irrecevable. Voilà la réponse de la justice suisse, irrecevable, celle qui concerne Chakib Khalil, ancien ministre de l'Énergie et ex-PDG de Sonatrach. Le porte-parole suisse de la justice suisse notamment a fait savoir que la demande ne répond pas aux exigences de recevabilité du droit suisse et ne peut de ce fait être transmise pour l'instant à l'autorité requise pour exécution. Alors, une question qu'on va se poser aussi ce soir, elle est importante, cette question. L'Office fédéral de justice a transmis une demande de renseignement complémentaire, supplémentaire à la partie algérienne en juin 2021. Ça fait déjà plus de 2 ans, qui est restée totalement sans réponse en dépit de nombreux rappels. Alors, une question qui se pose, pourquoi la technique de l'autruche ici? Une manière peut-être de protéger ces anciens ministres et responsables, hommes d'affaires, point d'interrogation. Y a-t-il aussi une réelle envie de collaboration, de coopération de la part du pouvoir algérien, comme l'a dit clairement Abdelmadjid Tebboune, on l'écoutera tout à l'heure. Il avait notamment annoncé des biens récupérés d'une valeur totale de 20 milliards de dollars ont été saisis à l'intérieur du pays. Alors où est cet argent? À qui elle appartenait? Comment ont-ils été récupérés? Voilà, plusieurs questions qui se posent ce soir. Où en est la corruption? Où en est ces sommes récupérées après 4 ans au pouvoir? C'est le titre de l'émission. Abdelmadjid Tebboune a-t-il tenu ses engagements? Puis dans un contexte social difficile, un quotidien de plus en plus difficile pour les Algériens, est-ce que réellement c'est une priorité, ces fonds à récupérer pour le peuple algérien? Et puis est-ce que le peuple y croit vraiment? Est-ce que cela est-il possible? Notamment avec ces questions qui se posent, justice du téléphone, justice indépendante. Et puis, comme l'a dit, on l'entendra tout à l'heure, l'ancien patron de la police, El Hamel, pour pouvoir récupérer des fonds, il faut être propre. Alors, une question qui se pose, est-ce que le pouvoir actuel a-t-il la crédibilité, la légitimité? N'a-t-il pas des dossiers qui le concernent en termes de corruption? Donc, pour pouvoir récupérer toutes ces sommes détournées, dilapidées, ces sommes d'argent qui appartiennent au peuple, on le rappelle. Avec nous pour en parler, Azwa Chemrouk, bonsoir.
Bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe technique et bonsoir aux invités. Et merci pour l'invitation. Merci infiniment. Euh, Asdin Toumi est avec nous, opposant politique, militant politique et puis analyste aussi. On a besoin de ses expertises. Il est en Algérie. Bonsoir Asdin Toumi. Bonsoir, cher ami Chaban, bonsoir à Zoua, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci infiniment. Asdin Toumi, je vais commencer par vous car vous êtes aussi au pays et puis on va écouter Azoua Ouachemlouk aussi peut-être sur cette question. D'abord d'un point de vue général, juste avant l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune, il avait donc annoncé qu'il savait où était cet argent, qu'il avait on va dire, il avait voilà, si on lui mettait des bâtons dans les roues, il savait comment répondre et il avait aussi une manière de contrecarrer tout ça. 4 ans, bientôt 4 ans après, est-ce que réellement les Algériens ont vu leur argent, leur propre argent, revenir dans les caisses de l'État et en ont-ils, eu le bénéfice? Bonsoir tout le monde. Vous savez, d'abord, si ce n'était pas le Hirak, le pouvoir ne serait jamais en mesure de prendre des engagements ou de promettre aux Algériens de récupérer l'argent. Mais malheureusement, le Hirak avait dressé la liste de revendications. Entre autres, c'est le changement du système et la mise à l'écart avec des procédures judiciaires, bien sûr, avec une justice indépendante, de toute la Issaba, de toutes les personnes qui avaient la main dans ce préjudice. Malheureusement, après, nous sommes rentrés dans une autre logique, la logique du pouvoir, et on s'est retrouvé avec une partie de la Issaba qui est sanctionnée, qui est traquée, et une autre partie qui est là. Et les Algériens savent très bien qu'il y a une différence entre les définitions de la Issaba, entre la définition de la Issaba par le pouvoir et la définition de la Issaba par le peuple algérien. Donc aujourd'hui, moi je trouve qu'on a dépassé le moment de parler de la récupération d'argent. On est déjà 4 ans après la venue au pouvoir de cette équipe et on parle toujours comme si c'était hier. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être capables de présenter un bilan sur leur gestion du pays, sur leur manière de gérer le pays. C'est quoi leur bilan à eux? Parce que on va continuer à 5 ans, 10 ans, 20 ans à parler encore de l'argent à récupérer, on parler encore des condamnations des anciens ministres, des anciens responsables, et de les traquer, etc. Je pense que les procédures doivent continuer, bien sûr. Moi, je suis pour que toute personne qui avait pris un dinar qui ne lui appartient pas de l'argent du peuple doit répondre de ses actes. Et toutes ces personnes qui ont causé le préjudice à l'Algérie, ils doivent répondre de leurs actes devant une justice indépendante, loin des règlements de compte et loin de tsfiyat hisabat, comme on dit en arabe. Donc aujourd'hui, le pouvoir doit prendre ses responsabilités et présenter son bilan au peuple algérien parce que ils sont redevables, c'est le minimum. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? La première question qu'on se pose. Oui, vous gardez la parole. Bonne question que vous posez. Y a-t-il, est-ce qu'Abdelmajid Tebboune, d'ailleurs, qui avait un peu gaffé en disant qu'il savait où était l'argent, c'était un peu, voilà, c'était un peu une réaction qui a suscité énormément de polémiques. Comment un ancien ministre, un responsable savait où c'était cet argent, ça a posé problème. Mais est-ce que réellement est-ce qu'il a un bilan aujourd'hui à dire aux Algériens, voilà le travail qui a été fait, voilà ce qui a été récupéré. Est-ce qu'il a les possibilités aujourd'hui, ou alors c'est vraiment des annonces et ça reste encore une fois quelque chose de vague et voire de néant? Et moi, je le redis encore une fois, d'abord, personnellement, je n'accorde pas beaucoup de crédit au discours officiel des responsables, quels qu'ils soient. Généralement, c'est des discours bourrés de populisme, de mensonges, de faux chiffres, de fausses promesses, etc. Donc déjà, ça, c'est un fait. Après, le bilan, c'est le constat que font tous les Algériens.
Aujourd'hui, n'importe quel citoyen qui vit à l'intérieur du pays, et il fait le constat amer que l'Algérie est en crise à tous les niveaux. Sur le plan économique, le pouvoir d'achat, les libertés, l'économie, l'agriculture, le volet social, etc. Donc c'est pas moi qui fais ce constat, mais s'il y a une réalité qui s'impose. Donc aujourd'hui, le pouvoir, dans sa fuite en avant et dans son incapacité à présenter, à défendre un quelconque bilan positif, donc il est allé chercher des images comme ça, là et là, en limogeant des responsables, en nommant d'autres responsables, en faisant croire aux Algériens qu'il est en train d'opérer des changements, il est en train il est allé à inaugurer les projets de Bouteflika pour dire aux gens qu'ils sont en train d'accomplir des choses, etc. Or que tout ça, ce n'est que l'image. Vous savez, le BRICS était une illusion, était un fantasme peut-être d'un homme, plusieurs hommes au pouvoir. Et l'Algérie nouvelle n'est qu'un slogan. Elle va rester un slogan parce que ce pouvoir, il est dépassé par les événements. Il ne porte pas un projet politique. Il n'a pas un projet de société. Il n'a pas de vision. Il n'a pas de cap. Il gère l'Algérie comme une grande supérette. Donc, ils ont créé un quotidien compliqué pour tous les Algériens pour qu'ils puissent renoncer à leur darwa, à revendiquer les libertés, la démocratie, tout ce qui est volet politique. Donc, ils leur ont compliqué la vie pour qu'ils n'aillent pas sur ce terrain-là. Après, eux, ils sont là à opérer leur coup de force, à préparer leur coup de force pour s'imposer encore une autre fois. Donc nous sommes dans cette logique. Moi, je pense que ce pouvoir, il n'a pas de bilan à défendre. Donc, c'est pour ça qu'il est dans la diversion, il est dans la propagande, dans le mensonge, et il est prêt à tout faire pour faire croire aux Algériens qu'il y a des changements. Après, à l'extérieur, l'image de l'Algérie a été gravement atteinte. Je pense qu'il y a un problème de crédibilité, que ce soit pour la justice suisse ou On va y ailleurs. revenir, oui. Ils connaissent bien la situation politique en Algérie. Ils savent qu'il n'y a pas de transparence dans la justice, dans la gestion du pays en général. Il n'y a pas de transparence dans la justice. Ils savent qu'il y a des luttes d'intérêts, de groupes, etc. Donc, je pense que tout ça, ils ne peuvent pas le cacher. Moi, je pense que c'est la première des choses sur laquelle il faut travailler. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un vrai changement qui puisse changer les choses véritablement et changer l'image de l'Algérie. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde. C'est quoi la place de l'Algérie sur la scène internationale? De quoi sur quoi les gens ils parlent de nous quand il s'agit des libertés, quand il s'agit d'abus dans les libertés, quand il s'agit de la crise économique, quand il s'agit je ne sais pas, mais ils ne parlent pas de nous comme puissance économique, comme puissance diplomatique, comme un pays qui est en train de peser sur l'échiquier politique régional ou international. Et malheureusement, si le pouvoir avait vraiment appliqué ou répondu aux revendications du Hirak dans la totalité, l'Algérie aurait été autre chose aujourd'hui. C'est pas, en tout cas, c'est pas les annonces du président algérien qui dit clairement qu'il a, vous allez pouvoir réagir, qu'il a réussi donc à réaliser tous les engagements, notamment une grande partie des engagements du Hirak et même de ses 54 engagements. On va donner la parole dans un instant à Zouaf Chemlon qui est avec nous. On va tout de même écouter le président algérien qui avait dit clairement qu'il savait où était cet argent et qu'il allait pouvoir les récupérer grâce à une stratégie secrète. سيد الرئيس بالحديث عن رموز العصابة بالحديث عن سجناء الحراش ربما أموال طائلة سرقت ما هي استراتيجيتكم من أجل استرجاع هذه الأموال المنهوبة؟ ونوريك الخطة نتاعي أنا أعطيك.
هذه خليها علي أنا. شوف مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويصيبوا لك كونتر خطة. Alors pas question. Azwa Chemonouk, peut-être une réaction aussi. Hein, vous faites partie, d'abord vous êtes algérien, bon, vous vivez à Paris, mais voilà, c'est vrai que c'était des revendications du Hirak, changement de système, rendez-nous notre argent, on veut vivre autrement. Depuis 4 ans, on a entendu ce président qui fait de telles sorties. D'ailleurs, il est applaudi. C'était aussi un peu malheureux avec de telles réponses. Le pays aujourd'hui, est-ce que le président Tebboune a-t-il tenu ses engagements? Est-ce que réellement il a un bilan? Ou est-ce que ce sont des annonces et même du mépris peut-être aujourd'hui? Oui, permettez-moi d'abord de répondre sur la forme de réponse de M. Tebboune. Et à son accoutumée, malheureusement, c'est une réponse de café. On dirait qu'il discutait avec ses amis dans un café. Et pour ceux qui y applaudissaient, bon, généralement, c'est des journalistes folliculaires ou des courtisans. Donc, ce n'est pas des vrais journalistes qui font un travail voilà, de journalistes, de bousculer les responsables politiques. Bon, ça, c'est connu dans des systèmes totalitaires tels que le nôtre et dans des systèmes dictatoriaux tels que le nôtre. Maintenant, si on revient sur la corruption ou sur les promesses de M. Tebboune, en fait, vous savez, c'est que ce pouvoir, il n'a rien à promettre aux Algériens. C'est-à-dire que dans la façade, il fait en sorte à ce que il fait semblant de dire que l'Algérie est un pays démocratique, est un pays qui exerce la politique comme est exercée ailleurs dans le monde, dans des pays démocratiques. C'est-à-dire qu'un président est élu selon un programme, selon des promesses et tout. D'abord, le pouvoir algérien, c'est-à-dire que même s'il promet, il n'y a pas de mesure si vous voulez, de contrôle pour pouvoir revenir quelques années après et contrôler ce président sur, c'est-à-dire ses promesses. Toutes les promesses, ils ne sont pas chiffrées. Toutes les promesses, si vous voulez, ils sont pas, c'est-à-dire palpables. C'est juste des paroles, c'est juste de la poésie, de la littérature. Et puis, il n'y a rien, il n'y a aucun chiffre qui est crédible dans toutes les institutions algériennes, et ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire que les chiffres, ils sont politisés. C'est-à-dire que tous les organes ou tous les offices de statistiques qui sont sous la tutelle de plusieurs secteurs, les chiffres qui sortent, ils sont politisés. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'éléments pour contrôler ce que disait Tebboune il y a 4 ans. Et puis, si on revient sur le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la corruption, à mon sens, c'est-à-dire que si on ne règle pas le problème profond, c'est-à-dire fondamental de la corruption, qui est la corruption politique. La corruption politique, c'est-à-dire, dans un sens, par définition, c'est-à-dire, c'est d'aller à l'encontre de la volonté de son peuple. C'est ce qu'on a vu le 12-12-2019, c'est-à-dire que le pouvoir algérien, à sa tête, le Gaïd Salah a imposé Tebboune, c'est-à-dire malgré la volonté du peuple algérien. Il n'y a pas plus, ça veut dire, corrompu que la corruption politique, parce que c'est de la corruption politique que va découler toutes les corruptions économiques, sociales et j'en passe. Donc, du moment qu'on ne règle pas ce problème-là, de la volonté du peuple, c'est-à-dire que la véritable volonté du peuple soit entendue par des élections, on ne peut pas prétendre à combattre la corruption économique ou autre. Donc, si vous voulez, là, aujourd'hui, ils nous sortent le slogan de lutte contre la corruption, mais ça n'a jamais été le cas en Algérie. En Algérie, on lutte contre des personnes. On lutte contre des adversaires, contre des clans, mais on ne lutte jamais contre la corruption. Vous savez, Bouteflika, on nous sortait ça, nous cassait nos têtes avec la lutte contre corruption. Il a même inventé des organes, des institutions de lutte contre la corruption. On les voyait dans la société civile et tout. Mais on voit aujourd'hui l'ampleur de la corruption de l'ère Bouteflika. Et ça va être la même chose avec l'ère de Tebboune quand Tebboune va tomber. C'est-à-dire que quand Tebboune va tomber, certainement on va entendre des
des scandales qui ont touché, c'est-à-dire l'ère de Tebboune. Et c'est pareil, parce que du moment qu'on ne traite pas le problème politique dans son fond, dans son noyau, on reviendra toujours, c'est-à-dire à discuter de la corruption et de la lutte contre la corruption. Et il faut savoir, dans la circonstance actuelle, c'est que Tebboune, il veut absolument se démarquer de l'ère de Bouteflika. C'est-à-dire que dire que sous l'ère de Bouteflika, Tebboune était un héros. Tebboune était, si vous voulez, quelqu'un qui combattait le système à l'intérieur du système, était lésé par le système, c'est-à-dire le clan de Bouteflika. Non, il faut le rappeler aux Algériens. Tebboune a servi le système le pouvoir pendant 50 ans et a servi Bouteflika pendant 20 ans. Donc il faisait partie du clan de Bouteflika. Donc aujourd'hui, ce message ou ce discours qui veut le disqualifier de l'ère Bouteflika, c'est un discours mensonger. Donc aujourd'hui, notamment avec l'affaire je finis là-dessus, avec l'affaire de la Suisse, avec l'affaire de Bouchouareb et de Chakib Khalil, je pense que Tebboune, il veut sauter là-dessus. Je ne sais pas si c'est par hasard ou c'est voulu, cette coïncidence, mais de toute façon, Tebboune ou le clan de Tebboune va essayer de profiter de cette situation pour dire allez, on va vous ramener deux grosses pointures de l'ère Bouteflika, à savoir Bouchouareb. En tout cas, c'est vraiment on va en parler en deuxième partie. Voilà, je voulais vraiment vous entendre aussi un peu sur la situation, et c'est important ce que vous dites, hein, corruption politique, corruption économique, corruption aussi administrative. On va en parler justement de cette affaire dans un instant, mais par rapport aussi ça va poursuivre un peu ce que vous étiez en train de dire à Zouawa Chemrouk, et c'est une question qui se pose aujourd'hui. Vous dites clairement, voilà, peut-être que par la suite, aussi bien sous l'ère d'Abdelmadjid Tebboune, on se posera les mêmes questions. On va écouter ici Monsieur El Hamel, responsabilité de la gendarmerie, ancien chef de la police, qui disait clairement que voilà, pour récupérer cet argent, pour lutter contre la corruption, il faut être propre. On se pose la question juste derrière, avec ce pouvoir en place actuel. المؤسسة الشرطية عازمة باش تواصل العمل تاعها، عازمة باش تواصل محاربة الفساد. وهنا نقول اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف، اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. Asdine Toumi, est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir actuel a la crédibilité, a la légitimité de pouvoir voilà, s'aventurer dans un tel combat, lutter contre la corruption, aller récupérer des fonds dilapidés, des fonds détournés? Est-ce que réellement, pour être clair et reprendre un peu les termes de l'ancien patron de la police, El Hamel, est-ce que le pouvoir actuel a toute la légitimité? Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il n'a pas de dossier derrière lui? D'ailleurs, le chef de la police, l'ex-patron de la police, lui-même, il est en prison. Moi, je pense que ce n'est pas une question de personne, parce qu'on veut faire croire aux gens qu'en emprisonnant, en traquant quelques responsables, quelques symboles de l'ère Bouteflika, qu'on récupère quelques milliards de dollars, des chiffres qu'on ne pourra jamais vérifier, que tout ça règle le problème. Moi, je pense que ça concerne tout un système. Et c'est un système ça date de très longtemps. C'est pas uniquement de Bouteflika, ça date depuis l'indépendance. Le système était bâti sur parmi les axes sur lesquels s'appuie le pouvoir, c'est la corruption. La corruption, c'est pas la petite corruption du citoyen, etc. Mais ça faisait partie de la stratégie du pouvoir et ça a été généralisé du temps Bouteflika. C'est vrai que l'ampleur a augmenté parce que Bouteflika jusqu'à presque institutionnaliser la corruption. Sinon, sans le changement du système, sans le changement de la nature du pouvoir en Algérie et passer vers une vraie alternance démocratique, on reste toujours dans le même schéma, même si on change les personnes. C'est pour ça que aujourd'hui, il faut qu'on fasse la part des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en Algérie? Bouteflika est parti, tous les symboles de l'ère Bouteflika, soit ils sont en fuite ou en prison, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé en Algérie? Moi, je pense qu'on est face au même problème
qu'il y avait de temps de Bouteflika. Peut-être l'ampleur, il y a sur certains secteurs, dans certains domaines ça a augmenté, dans d'autres domaines ça a diminué, mais en tout cas, d'une manière globale, il n'y a pas de vrai changement. Donc le changement ne concerne pas les personnes. Aujourd'hui, pour lutter contre la corruption, il faut trouver les mécanismes, mais avec de nouvelles bases. Il faut un nouveau système qui va prendre forme en Algérie. Ça va être inédit depuis l'indépendance. Donc aujourd'hui, même les personnes, on voit dans des postes de responsabilité des personnes qui ont plus de 90 ans, qui ont été là depuis Boumediene, peut-être depuis Bembella, donc qui sont toujours là. Ils étaient toujours avec des postes de responsabilité. Comment? Et ces gens-là, je les vois à la télévision en train de faire la promotion de l'Algérie nouvelle. Mais c'est un paradoxe. Pour moi, cette image, elle est dramatique pour l'Algérie, pour toutes les personnes qui ont marché, pour tout cet espoir qui était dans le Hirak. Quand on voit un homme de plus de 90 ans faire la promotion de l'Algérie nouvelle, avec ils sont où toute cette jeunesse, ces compétences, elles sont où? Une partie elle est réduite au silence, une autre partie elle a pris une barque, les barques pour aller de l'autre côté avec visa ou sans visa. Donc voilà la situation. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un climat où il n'y a pas de vie politique, il n'y a pas le pouvoir, il a interdit le développement de tout discours contradictoire. Donc comment voulez-vous qu'on puisse aller de l'avant? Vous avez d'un côté un pouvoir qui est en train de s'imposer avec de la violence et avec toute sa force, et vous avez de l'autre côté une opposition qui est réduite à la résistance parce que tous les espaces sont fermés, il n'y a pas d'équilibre. Donc c'est pas équitable. Aujourd'hui, moi je pense que l'erreur stratégique est en train de refaire le pouvoir parce que on est face au même système. Si il est en train de refaire les mêmes erreurs qu'il avait la veille de 2019, donc c'est d'ignorer le peuple, c'est d'ignorer les appels du peuple et d'ignorer la volonté du peuple. Moi, je pense que le peuple algérien, il sait faire la part des choses. Aujourd'hui, j'étais en discussion avec des amis, ils m'ont dit le peuple il est occupé. Oui, c'est vrai, il est occupé dans son quotidien. Mais il y a 4 ans, 22 millions d'Algériens sont descendus dans la rue. Il faut pas oublier que, et moi, je suis sorti d'Alger, je suis allé à l'intérieur du pays, qui était soi-disant le terreau fertile pour la manipulation du pouvoir et tout. Moi, j'ai vu des gens éveillés qui étaient conscients que le système nous menait en bateau, que le système faisait ses affaires et il ne faisait rien pour développer le pays. Donc, moi, je pense que ignorer la volonté du peuple algérien et croire que le peuple algérien a renoncé à sa révolution, à sa volonté d'aller vers le changement, je pense que c'est une erreur stratégique et d'ici 2024, tout est possible. On continue à en parler ce soir. C'est vrai qu'on le dit souvent, les Algériens sont préoccupés aussi, malheureusement, parfois des préoccupations qui sont primaires comme attendre de l'eau ou alors se procurer des denrées de première nécessité. Et c'est vrai qu'aussi, ça, c'est une question qui se pose, cette crise économique et ce manque de solution du gouvernement, puisque régulièrement, les Algériens sont confrontés parfois à se procurer notamment quelques légumineuses ou notamment de ces problèmes de pochettes de lait. Oui, en Algérie, il y a encore des pochettes de lait. Malheureusement, Azwa ou Chemrouk, vous avez évoqué quelque chose de très intéressant il y a quelques instants. Vous parlez de crise politique, crise économique, crise administrative, la justice aussi. Ça, c'est important. Est-ce que aujourd'hui, et juste derrière, justement, s'en découlera, notamment, on reviendra sur ces 2 anciens ministres, mais la justice aujourd'hui, y a-t-il aussi, on peut parler de corruption de justice du téléphone, comment est-ce qu'un pouvoir peut-il lutter contre la corruption, vouloir récupérer des biens mal acquis, de l'argent, sans une réelle justice? Oui, j'aimerais juste rectifier quelque chose. Je vous en prie. L'Algérie ne vit pas une crise politique, mais
elle vit une crise de politique. C'est-à-dire, et là, c'est toute la différence. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais eu de politique, on n'a jamais eu de démocratie pour parler d'un véritable exercice de politique en Algérie. C'est-à-dire que c'est juste ça, c'est pour la rectification. Maintenant, pour la justice, par définition, la justice est un pouvoir. C'est un pouvoir qui a tous les pouvoirs, qui a toute son indépendance, c'est-à-dire par rapport aux autres pouvoirs, à savoir l'exécutif ou le parlementaire. C'est-à-dire, la justice, elle a tout le pouvoir, c'est-à-dire d'enquêter, de diligenter des enquêtes, de condamner et tout. Mais malheureusement, en Algérie, c'est pas un pouvoir, c'est un appareil. C'est un appareil comme la police, comme la gendarmerie, le service de sécurité. C'est un appareil administratif entre les mains des tenants du pouvoir. Les tenants du pouvoir, ils peuvent être l'exécutif, à savoir le président de la République, ou les militaires, c'est-à-dire les tenants du pouvoir réel, ce qu'on appelle les tenants du pouvoir réel. Donc la justice, elle n'a pas son mot à dire. Et ça, c'est tout l'enjeu, si vous voulez, de la justice algérienne, c'est-à-dire de se libérer c'est-à-dire des mains mises des militaires et du pouvoir exécutif. Ils auront raté une chance inouïe, à mon sens, pendant le soulèvement du peuple, c'est-à-dire pendant le Hirak. Il y avait des juges, il y avait même des syndicats qui ont essayé de se libérer, mais malheureusement, ils étaient vite rappelés à l'ordre. Vous vous rappelez tous, c'est-à-dire le message de Gaïd Salah au ministre de la Justice, M. Zormaté, à l'époque, où il lui a dit il faut y aller fort, il faut y aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, ça coïncidait avec le moment où la justice voulait se rebeller contre le système, c'est-à-dire contre le pouvoir algérien. Mais malheureusement, tout a été étouffé. Et puis, vous savez, c'est que aujourd'hui, le pouvoir algérien, c'est-à-dire l'exécutif, il a la main mise sur la justice algérienne. Rien que de rappeler que le président algérien, il est le président du Conseil suprême de la magistrature. C'est-à-dire le Conseil suprême de la magistrature, c'est celui qui s'occupe des carrières des juges, c'est celui qui s'occupe si vous voulez, de la promotion, des transferts des juges, donc si vous voulez. Donc quand on a une main mise sur un appareil aussi stratégique dans le système judiciaire, je vois mal comment les juges puissent bouger. Donc, il y a eu même au moment 2019, au moment où il y a eu une pseudo-rébellion de la justice, il y a eu des transferts vers le sud, des juges vers le sud, il y a eu des limogeages et tout. Donc, si vous voulez, dans la conception du pouvoir algérien, le sud est considéré comme une punition. Ce n'est pas une partie du territoire algérien, mais il est considéré comme une punition. Donc, ce qui fait avec tous les récalcitrants du système algérien. Donc l'enjeu aujourd'hui de la justice algérienne, c'est de sortir de c'est-à-dire mainmise de l'exécutif et des militaires. Et aujourd'hui, malheureusement, la chose n'est pas faite, et loin d'être faite réellement, parce que la justice, le pouvoir réel revient, et il ne revient pas, c'est-à-dire à la Constitution, aux lois de la République, il revient à celui qui le tient. Et celui qui tient aujourd'hui le pouvoir, vous avez, si vous voulez, on peut le partager en trois. Vous avez le commandement militaire, il a un pouvoir militaire au sens propre du terme, c'est-à-dire il a le monopole de la violence, ce qu'on appelle le monopole de la violence. Vous avez la présidence de la République, c'est parce qu'elle a le pouvoir de décision, sur papier bien sûr, parce que sur papier, le président de la République, il a la même mise, il contrôle tous les aspects de toutes les institutions de la République. C'est-à-dire, Deboun aujourd'hui, s'il veut limoger chez Guériha sur papier, il peut le faire. Et vous avez un troisième pouvoir, c'est celui des renseignements. Le renseignement, il n'a pas un pouvoir militaire, il a un pouvoir de renseignement. C'est-à-dire, c'est un pouvoir qui peut manipuler les gens avec des renseignements. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui a des dossiers, donc il a des dossiers de corruption, il a des dossiers de mœurs, donc toutes sortes de dossiers pour c'est-à-dire
maintenir un certain pouvoir à l'égard des personnalités politiques ou toute personnalité confondue. Donc, si vous voulez, les pouvoirs, ils sont concentrés, les pouvoirs réels, il est concentré, c'est-à-dire autour de ces trois pouvoirs. La justice, elle est dépourvue face à ça. Donc, il n'y a pas de loi, c'est-à-dire c'est pas un pays, une république qui marche selon des lois claires, selon des lois de la République, mais plutôt la loi est faite par le plus fort. Donc, c'est pour ça que la justice, elle doit se libérer, mais comment ? Bien évidemment, on continue justement la discussion à Zouawachem. Restez avec nous. Asdine Toumi, vous entendre aussi sur cette affaire. Donc, Shakib Khalil, Salem Bouchouareb. Donc, la justice suisse a répondu à l'Algérie, elle a jugé notamment irrecevable ces affaires, notamment le porte-parole qui a fait savoir que la demande de l'Algérie ne répond pas aux exigences de recevabilité du droit suisse et ne peut donc de ce fait être transmise à l'autorité requise pour exécution. Comment vous analysez, comment vous percevez cette réponse suisse? Et puis aussi, dans la même foulée, avoir votre avis, depuis donc 2021, tous les éléments, les renseignements supplémentaires donc demandés par la Suisse à l'Algérie, pour l'instant, statu quo, c'est vraiment la technique de l'autruche, personne ne répond. Moi, je pense qu'on n'a pas assez d'éléments on n'a pas de détails sur ce dossier, mais en tout cas, je sais que l'image de l'Algérie à l'extérieur n'est pas exemplaire en termes de transparence. Je pense que tous ces pays occidentaux qui ont au préalable donné leur volonté pour collaborer, mais au final, ils prennent en considération tous ces détails-là. Ils n'ignorent pas que la situation en Algérie n'est pas une situation de démocratie, de justice indépendante, etc. Après, d'une manière générale, pour la corruption, pour ces deux personnes que vous avez citées ou d'autres personnes, c'était même avant le Hirak. Tous les Algériens savaient qu'ils étaient en train de faire beaucoup de mal à l'Algérie. 2011. Oui, en 2011. Date de 2011, ce projet d'importation de 90 km de canons en acier. Excusez-moi, je vous laisse poursuivre, Asdine Toumi. Après, nous sommes dans un pays où on peut voir une personne condamnée à 20 ans de prison, puis réhabilitée, décorée. On peut voir. Donc voilà, on est dans ça. Et l'une des deux personnes que vous avez citées a été déjà condamnée, puis réhabilitée, puis condamnée, etc. Donc tout ça ne fait pas des affaires de l'image de l'Algérie. C'est pour ça que le tort qu'avait causé ce système et qu'il continue de causer à l'Algérie n'est pas uniquement il n'a pas uniquement un impact sur la qualité de vie des Algériens ou l'économie algérienne ou sur les finances, etc. C'est au-delà, c'est l'image de l'Algérie qui est en train d'être salie partout dans le monde avec ce genre de comportement. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on se pose la question? Est-ce que l'Algérie pourra supporter de continuer à être gérée de cette manière-là? Moi, je pense que non. Je pense que les défis qui nous entourent et les dangers qui nous entourent, qui sont des dangers avérés aujourd'hui, après le Covid, après tout ce qui se passe dans le monde, tout ça, il y a des changements géopolitiques, etc. Donc, soit tu vas exister dans ce monde, soit tu vas te retrouver à l'écart, peut-être dans l'implosion ou l'explosion, je ne sais pas. C'est ce qui se passe avec pas mal de pays. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une Algérie forte et certainement pas avec ces gens qui sont au pouvoir, pas avec ce système qu'on pourra construire une Algérie forte. Ce système ne cesse de fragiliser l'Algérie et la grave crise qu'il vit, lui, à l'intérieur depuis 2019, elle se répercute sur l'Algérie et la déchirure, elle commence à prendre forme. On voit les divisions dans la société algérienne, dans l'élite, dans les trucs pour des questions que le peuple algérien
a cru avoir dépassé, notamment celle de l'identité, de la religion, de régionalisme, etc. Parce que le pouvoir, parmi les cartes qu'il avait utilisées pour casser les Hirak, c'est ces cartes-là qu'il les a remises sur la scène et on voit les conséquences aujourd'hui. Et tout ça, ça fragilise notre pays. Moi, je pense qu'il est encore temps d'ouvrir les portes, de donner la chance à cette Algérie. Donc, ils ont ça après, après le Hirak, déjà 4 ans après, il est temps de reprendre les revendications de Hirak et d'aller de l'avant en intégrant toute la jeunesse, toutes les compétences de ce pays et ceux qui, ne serait-ce que de point de vue de moralité et de responsabilité, toutes ces personnes qui étaient là depuis des décennies, de grâce qu'ils arrêtent de faire du mal à l'Algérie, même si je sais qu'ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas de yeux, ils n'ont pas de cœur, n'ont pas de sentiments pour répondre à ce genre d'appel. Mais je pense que l'échec politique et l'échec économique et l'échec social de ce pouvoir, certainement, il va faire valoir la parole du peuple d'une manière importante d'ici 2024, parce que le peuple algérien ne laissera jamais l'Algérie partir comme ça dans l'inconnu. Restez avec nous, je reviens avec vous pour une dernière intervention. Azwin Toumi, Azwa Chemour, avoir aussi votre avis un peu, même si c'est dans la continuité depuis le début de cette émission. La Suisse qui rejette, qui juge irrecevable, notamment ces affaires sur ses anciens ministres. Donc les éléments ne sont pas notamment réunis. Azwin Toumi vient de nous dire clairement il n'y a pas de détails. Les dossiers sont apparemment creux, mais l'un d'entre eux, c'est quand même un siècle de condamnation. C'est près de 100 ans de prison. Ça dépasse l'entendement. C'est règlement de compte. Comment vous analysez notamment ceci et puis la réponse de la justice suisse qui est totalement, qui à mon sens est différente de la justice algérienne? Oui, certainement que la justice suisse est différente de celle de la justice algérienne, par son indépendance d'ailleurs. Donc je pense que même le pouvoir politique ne peut rien faire, c'est-à-dire le pouvoir politique suisse ne peut rien faire face à la justice suisse. Donc, il y a la séparation du pouvoir et le pouvoir, c'est-à-dire politique, est incompétent ou est dépourvu de tout pouvoir face à la justice suisse. Donc c'est ce qui fait la force de la Suisse et la force de toute démocratie d'ailleurs. Donc c'est la justice quand il y a une véritable justice dans un pays. Maintenant, il faut rappeler, c'est qu'il y a un accord d'entraide judiciaire entre l'Algérie et la Suisse. C'est-à-dire qui a été signé, je crois, en 2006, un truc comme ça, c'est-à-dire sous l'ère de Bouteflika. Et cet accord, il permet aux pays requérants de demander des documents nécessaires à des enquêtes qui ont été diligentées dans leurs pays respectifs. Et ça se trouve que c'est le cas avec Bouchouareb et Chakib Khalil. Maintenant, ils ont répondu favorable à celle de Bouchouareb, je pense que pour remettre certains documents et de lever un certain secret bancaire, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Donc ça rentre, en fait, c'est plus global que ça. C'est-à-dire que la Suisse, depuis les attentats du 11 septembre, vous savez que la Suisse est connue pour être un paradis fiscal, pour être, si vous voulez, la banque de tous les criminels du monde et de tous les dirigeants corrompus du monde. Et après, à partir de 2001, c'est-à-dire à partir de 11 septembre 2001, il y a eu des pressions internationales, notamment des États-Unis, de lever certains secrets bancaires sur des personnalités, sur des dirigeants, liés notamment tout ce qui est relatif au financement du terrorisme et tout. Donc, si vous voulez, la Suisse a levé un peu certains secrets sur certains secrets bancaires sur beaucoup de personnalités. Donc ça rentre en fait dans ça, c'est-à-dire que la Suisse n'est plus comme avant, c'est-à-dire tout ce qui concerne la transmission de papier, la transmission de documents nécessaires. Mais si vous voulez, par rapport à Chakib Khalil,
ils l'ont jugé recevable. Je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire je ne connais pas réellement le dossier à l'intérieur pour vous dire, pour m'extrapoler. Mais en tout cas, il y a un silence. Je vous interromps une seconde parce que l'émission, malheureusement, rapidement touche à sa fin. Il y a un silence aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une décision irrecevable, on le disait. Les éléments ne sont pas assez réunis, notamment au niveau de la justice suisse. Mais en tout cas, il y a un silence depuis 2021 de la justice algérienne qui ne donne pas toutes ces informations. C'est clanique, il y a des informations qui pourraient donc être divulguées, qui pourraient aussi mettre en cause le pouvoir actuel, par exemple. Oui, peut-être, certainement. Peut-être qu'il y a un conflit d'intérêts, peut-être qu'il y a donc des intérêts qui s'entremêlent, qui s'imbriquent. Donc peut-être que donc il y a ça. Je ne sais pas pour vous dire exactement, mais ce que je sais réellement, c'est que dans l'accord qui a été signé entre la Suisse et l'Algérie, c'est qu'il y a un deuxième article qui parlait des droits de l'homme. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont transmettre des papiers, mais je ne pense pas qu'ils vont pouvoir extrader, c'est-à-dire les personnes, notamment Bouchouareb, qui est résident en France, ou Chakib Khalil, si jamais ils se trouvaient sur le sol suisse, parce qu'ils savent très bien, pertinemment, la situation des droits de l'homme en Algérie. Et ça, il n'y a aucun... Le dernier avocat que vous allez prendre pour défendre votre cause, c'est-à-dire ici, vous savez, vous n'avez pas besoin d'éléments vraiment... d'un travail profond pour prouver que l'Algérie est une dictature, c'est-à-dire pour empêcher votre extradition. Et je pense que Bouchouareb et Chakib Khalil vont aller dans ce sens, c'est-à-dire que de défendre, peut-être ils vont transmettre des documents, mais je ne pense pas qu'ils vont les extradier en regardant, c'est-à-dire la situation politique algérienne, parce que dans l'accord, il est question de respect des droits de l'homme. Mais ça en dit long, avant de donner le dernier mot à Azdin Toumi, mais ça en dit long parce que les dossiers sont quand même récurrents. Il y a des mandats d'arrêt internationaux demandés par l'Algérie sur plusieurs dossiers, entre autres, par exemple Amir DZ. Enfin, il y a beaucoup de dossiers qui sont rejetés comme ça. Ça prouve aussi que la justice algérienne n'est pas crédible en vue des autres États, par exemple. Oui, malheureusement, parce qu'en fait, ça reflète, c'est-à-dire la nature politique des affaires. Ce ne sont pas des affaires judiciaires au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il y a des actes, il y a des délits ou des crimes, mais généralement, il y a des velléités politiques derrière. Donc, vous avez cité comment on appelle Amir DZ. Amir DZ, la justice française, entre autres, la justice française, elle avait refusé son extradition. C'est par rapport, c'est-à-dire au dossier qui était vide. Il n'y avait rien qui nécessitait une extradition du point de vue judiciaire, du moins. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de délit ou de crime qui nécessitait. Et donc, c'est pour ça que la justice française a statué sur la non-extradition, parce qu'il y avait des velléités politiques. Donc, si vous voulez, le pouvoir algérien est tellement aveuglé par la vengeance et aveuglé par la politique ou pour son maintien au pouvoir, qui peut bâcler des dossiers, et il se croyait que la justice ailleurs des démocraties fonctionne comme la justice algérienne, c'est-à-dire sous un coup de téléphone, alors que les justices, européennes notamment, c'est des justices quand même assez sérieuses, assez rigoureuses, c'est-à-dire qu'ils ne rigolent pas avec les libertés des gens. Merci Azouawa Chemrouk d'avoir été avec nous, resté pour les deux dernières minutes. Azdin Toumi, vous parlez il y a quelques instants, de ce mal pour l'Algérie, de ces mots MAUX que vit le peuple algérien, et puis aussi de cette image à l'international. C'est vrai que les dernières peut-être grandes émotions, c'est cette victoire de la CAN il y a quelques temps, mais il y a une image totalement qui est totalement bafouée, décrédibilisée, négative. Quelles solutions demain pour faire changer tout ça? C'est à nouveau le peuple qui doit s'exprimer, comme en 88, comme en 2001, comme en 2019, entre autres. Je ne vais pas citer toutes les dates, il y en a eu plusieurs. D'abord, le chemin le plus court, c'est que le pouvoir assume ses responsabilités et avoue son échec et son incapacité à gérer le pays.
avec sa composante actuelle, pas en termes de personnes, mais la nature du pouvoir, la manière avec laquelle ils sont en train de gérer le pays, où ils ont tracé comme première priorité le maintien, la continuité. Moi, je pense d'abord qu'il faut qu'ils assument leurs responsabilités et dire, ils mettent l'Algérie sur un vrai processus démocratique avec toutes les composantes de la société algérienne, en commençant par libérer les détenus, la levée des poursuites judiciaires, la réhabilitation des hommes politiques et des militants qui ont été condamnés, salis, etc. Sinon, si le pouvoir il continue à s'entêter, à se maintenir, à gérer de cette manière, sans prendre en compte les changements qui sont en train de s'opérer autour de nous dans le monde, ou les changements qui sont propres à la société algérienne, à la jeunesse algérienne, qui ne cesse d'évoluer. C'est pour ça que le pouvoir il se retrouve dans un décalage. Il est dépassé par la mentalité, par l'intelligence et par la vision de cette jeunesse. Donc, s'ils sont têtes comme ça, tout est possible. Malheureusement, c'est le pouvoir qui doit assumer la responsabilité des conséquences, parce que ça peut aller loin, je ne sais pas, mais tout est possible quand vous n'avez pas un état de droit, quand vous n'avez pas une alternance démocratique avec des élections propres et transparentes au pouvoir. Vous savez, vous ouvrez les portes à toutes sortes d'affrontements, de problèmes, voilà. Donc moi, je pense que le peuple algérien, il est conscient du danger et une fois encore, peut-être le peuple algérien dira son mot, je ne sais pas. Merci infiniment, Azine Toumi, d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité, analyste opposant politique. Vous êtes en Algérie, à Zouaouia, Chemrouk. Merci infiniment pour aussi votre fidélité, votre présence. Merci à l'équipe technique en régie pour le travail et l'accompagnement que vous nous donnez chaque soir. Dans un instant, mon ami confrère Jamel Taleb Belhamr, et demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami confrère Nasser Djoudi pour Microscope. Bonne soirée à tous.